Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon stage sur l'apport de l'intelligence artificielle dans la perception LIDAR, la création et le suivi de trajectoire. Donc on attaque directement par le plan. Et donc dans un premier temps je vais vous présenter le contexte dans lequel prend racine ce stage, puis comment j'ai pu améliorer mes algorithmes par l'intelligence artificielle. Après, on aura toutes les réalisations, donc ça sera constitué de l'architecture 1, 2, 3 et 4. Et enfin, on passera à la conclusion et aux perspectives. Donc, dans le contexte général, ce stage s'inscrit au sein de Romea, donc une équipe spécialisée en robotique agricole à l'intérieur du grand laboratoire de recherche français, l'INRAE. Et notre but, ça va être de développer la robotique agricole afin de participer à la transition agroécologique et de venir faire des opérations avec précision dans les champs avec des outils à pulvériser des produits plus respectueux de l'environnement. Donc, le but dans mon stage, ça va être de faire en sorte que notre robot puisse suivre une rangée de plantes pour y effectuer une tâche en précision. Donc, pour la localisation globale, ça va être plus le GPS qui va nous donner une zone de recherche, enfin une zone de localisation pour notre robot, et ça va être le LIDAR qui va permettre de suivre en précision au niveau de l'outil les rangées de plantes. Donc, comment notre algorithme va se découper? Notre algorithme sur lequel on s'est basé, dans un premier temps, on va recevoir le nuage de points, donc, on va recevoir le LIDAR, on va limiter l'angle de perception de ce LIDAR, on va transformer du repère capteur jusqu'au repère robot les points qui sont reçus par notre LIDAR. Dans un second temps, on va définir le modèle des plantes attendues à l'intérieur de ce signal, puis par corrélation avec le modèle attendu du signal et le signal, ça va nous permettre de détecter la position des plantes. Avec la position des plantes, on va reconstruire deux rangées à suivre, et avec ces rangées à suivre, ça va nous permettre de suivre la trajectoire finale pour que le robot effectue sa tâche. Donc, en simulation, en visualisation, ça nous donnera ça. On aura les points en rouge qui correspondront au LIDAR qu'on reçoit. La courbe en noir qui est en haut et qui s'agite, ça va être la corrélation entre le modèle et le signal rouge. Les points en rouge enregistrés, ça va être la détection des plantes, ce qui nous donnera les points verts et violets qui nous permettra de suivre la trajectoire dans la finalité. Donc, les problématiques de cet algorithme, dans un premier temps, ça va être le réglage manuel. Donc, on va devoir spécifier une certaine hauteur et une certaine largeur pour chaque plante. Donc, du coup, ça va nuire à l'autonomie de notre algorithme et à son adaptation à travers diverses situations. Le deuxième défaut de notre algorithme, ça va être la détection par corrélation. Donc, cette détection par corrélation, elle va être sensible aux bosses de terre, aux mauvaises herbes, et que ça ne va pas nous permettre forcément de bien détecter les plantes en toute situation. Et la troisième grande problématique, ça va être la manière de créer la trajectoire. Donc à chaque fois qu'on va recevoir une nouvelle plante, pour la classifier en tant que rangée de gauche ou rangée de droite, on va se baser sur le point le plus proche. Donc si un nouveau point, quand on a assez de points, ça nous permet de créer une bonne trajectoire, mais il est possible que notre sélection de points nous amène à sélectionner les rangées adjacentes aux rangées qu'on cherche à suivre. Donc l'objectif de mon stage, ça va être d'améliorer l'autonomie, la robustesse et la précision de notre algorithme de suivi. Et quelle solution on va privilégier pour ces objectifs-là? Ça va être l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, je vais vous parler un peu plus de comment on a pu mettre en place nos algorithmes. Donc, dans un premier temps, on va avoir tous nos algorithmes vont se baser sur la donnée LIDAR, donc le nuage de points issu du capteur LIDAR qu'on va faire passer à l'intérieur d'un réseau de neurones. Et ce réseau de neurones va nous permettre de prédire différentes choses. Donc, dans la première architecture, on s'est concentré sur la réalité terrain, donc prédire la configuration agricole. Dans l'architecture 2, on s'est concentré sur la prédiction de la position des plantes. Et dans l'architecture 3, on s'est focalisé sur le suivi de trajectoire à l'aide du réseau de neurones. Donc ce réseau de neurones-là, il va faire cette prédiction grâce à une base de données qui aura permis de l'entraîner pour que, quand on lui présente un nuage de points, il nous donne la bonne sortie dans l'infinité. Donc pour constituer
cette base de données, on a dû générer diverses situations et scénarios agricoles, donc avec différents types de plantes, différents nombres de rangées, différentes tailles de plantes, et également avec différents comportements pour notre robot, ce qui nous permet d'avoir une base de données exhaustive de toutes les configurations possibles. Et du coup, dans cette base de données, c'est ce qui va nous permettre d'enregistrer à la fois le nuage de points reçu par le capteur et également l'information qu'on cherche à prédire, donc la position du robot dans le monde, par exemple, si on veut suivre la trajectoire, ou la configuration agricole, si on cherche à prédire cette configuration agricole. Donc, une fois qu'on a entraîné notre réseau de neurones et qu'on a élaboré notre algorithme, on va devoir le confronter à différents types de tests. Donc, dans un premier temps, on va avoir le test en robustesse, on va lui présenter plusieurs types de rangées, donc avec des tailles de plantes différentes, des types de végétation différentes, et on va voir combien de rangées de plantes il va correctement réussir à suivre. Et dans un second temps, on aura également l'évaluation de la précision de suivi, donc on va regarder l'écart face à une trajectoire donnée, le robot, comment il va se placer par rapport à cette trajectoire, quels vont être ses écarts latéraux, quels vont être ses écarts angulaires, pour du coup déterminer quel est le meilleur algorithme avec le meilleur réglage pour assurer une bonne précision au niveau de l'outil pour effectuer la tâche agricole. Et enfin, quand ces développements auront été réalisés, on va confronter nos algorithmes en situation réelle pour valider l'utilisation, les développements logiciels. Donc on va avoir du coup la possibilité aussi de faire des enregistrements de données réelles, ce qui nous permettra de, même si on n'a pas accès au robot, quand même confronter nos algorithmes à de la donnée comme dans la réalité, sauf qu'on ne peut pas voir si le robot fait des erreurs de contrôle, puisque du coup, on ne va pas pouvoir tester entièrement notre algorithme avec des rejets. Donc, on passe directement à l'architecture 1. Architecture 1 qui va nous permettre... Je galère avec cette souris. Cette architecture 1 qui va avoir pour but d'augmenter l'autonomie de notre algorithme en supprimant le réglage manuel de paramètres. Donc le réglage manuel, ça va être la hauteur des plantes, la largeur des plantes et la largeur interrang des rangées qu'on cherche à suivre. Et du coup, pour supprimer ce réglage manuel, on va utiliser une prédiction de paramètres par intelligence artificielle qui va venir régler notre modèle attendu de plantes. Donc comment on va effectuer ça? On va avoir notre simulation qui va nous donner notre donnée LIDAR. Cette donnée LIDAR qu'on va faire passer à l'intérieur de notre réseau de neurones qui va nous donner une prédiction de réalité terrain. Cette réalité terrain, on va la comparer à la réalité de la simulation pour faire en sorte que la prédiction vienne rejoindre la réalité en minimisant l'erreur, et ce qui va nous permettre d'entraîner notre réseau de neurones par un algorithme de descente de gradient stochastique. Donc à partir de l'erreur, on va faire en sorte d'entraîner les poids de notre réseau de neurones afin de faire en sorte qu'il ait une bonne prédiction proche de la réalité. Donc on a testé, en termes de réseau de neurones, on a utilisé un PointNet. Donc PointNet, un réseau de neurones qui est assez connu, qui est plutôt performant. En 2017, c'était le meilleur pour faire de la classification d'objets. Et ce réseau de neurones va fonctionner en deux grandes étapes. Donc dans un premier temps, on va prendre notre nuage de points 3D qui est constitué d'un tableau de n points par 3 dimensions. On va traiter individuellement ces points afin d'obtenir des caractéristiques avec deux couches cachées à l'intérieur. Une fois qu'on a obtenu ces caractéristiques, donc là j'ai mis 64 caractéristiques, c'est comme ça que fonctionnera notre algorithme final. Une fois qu'on a ces caractéristiques, on va les traiter afin d'obtenir nos 3 paramètres finaux qu'on cherche à estimer. Donc dans ce cas-ci, hauteur, largeur des plantes et largeur entre les deux rangs G, gauche et droite. Donc on a testé notre prédiction face à différentes configurations. Donc on a fait varier le taux de réalisme de notre sol et de nos mauvaises herbes. Donc dans un premier temps, on a testé notre réseau de neurones quand il y avait un sol plat et pas du tout de mauvaises herbes. Et on a complexifié au fur et à mesure. Donc là, on a mis un sol bosselé irrégulier. On a mis uniquement les mauvaises herbes. Et enfin, dans la toute fin, on a testé avec un sol cabossé et des mauvaises herbes. Et le réseau de neurones réussit quand même à nous donner une bonne prédiction de réalité terrain. Donc là, c'est chacun des paramètres qui vont être prédits. Donc on aura en bleu la prédiction de notre réseau de neurones. Et en orange, c'est la réalité qu'on cherche à estimer.
enfin c'est la comparaison. Et donc du coup, ce résultat-là, il va nous permettre d'augmenter l'autonomie de notre prédiction, parce que du coup, quand tout se passe bien, quand les plantes ont quand l'algorithme a le bon réglage par rapport à des plantes, il va y avoir un résultat similaire au niveau de la corrélation. Par contre, quand le réglage par défaut est mal réglé par rapport à nos plantes, on va avoir une mauvaise... Attends, je vais vous le repasser parce que c'était un peu trop rapide. Donc là, on a un résultat similaire quand le réglage il est bien réglé. Donc là, on a le réglage automatique par intelligence artificielle. Là, on a le réglage par défaut. Mais par contre, si on confronte notre algorithme et qu'il est mal réglé, on ne va pas réussir à détecter les plantes, alors que quand on le règle par intelligence artificielle, il réussit à détecter les petites plantes. Donc ça va être... en conclusion de cette architecture, on va avoir un gain d'autonomie par le réglage automatique de notre algorithme, mais malheureusement, il y a toujours le risque que la détection par corrélation ou même la création de trajectoires nous pose problème. Donc ce qui va nous amener à l'architecture 2. L'architecture 2, on va essayer de détecter les plantes à l'aide de notre intelligence artificielle. Donc le but, ça va être de supprimer les étapes où on va définir un modèle, on va faire la corrélation avec ce modèle pour détecter les plantes, et on va se baser du coup sur une détection de points d'intérêt par réseau de neurones. Donc pour effectuer cette opération, on a décidé de faire cette opération en 2 étapes. Dans un premier temps, on va retirer le sol, parce que du coup c'est du bruit dans notre signal, c'est pas l'information qui nous intéresse, nous c'est vraiment les plantes qui nous intéressent. Donc le fait de retirer le sol, ça fait déjà une grande partie du travail. Et dans un second temps, uniquement avec les points appartenant aux plantes, on va détecter le centre de ces plantes. Donc, pour effectuer la première opération, on a voulu utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre finement notre nuage de points, essayer de faire en sorte de détecter où se placent les plantes, où se place le sol. Donc en simulation, le réseau de neurones a bien réussi à reproduire ce qu'il avait dans sa base d'entraînement, mais que malheureusement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de notre projet, quand on confrontait notre réseau de neurones à de la donnée réelle, à de la donnée plus complexe, il n'arrivait pas à faire une bonne classification. Donc là, on a du sol donc, qui est censé être, enfin qui est du sol, mais qui est malheureusement classifié en tant que plantes qui sont définies en vert, et que malheureusement, ces désavantages ne nous ont pas permis d'utiliser l'intelligence artificielle pour effectuer cette tâche. Et pour avoir du coup quand même un algorithme solide face à des situations réelles, notre solution, ça va être de trouver une méthode de segmentation robuste au réel et malheureusement sans intelligence artificielle. Donc, la solution qu'on a trouvée pour segmenter le sol des plantes, c'est de partir de l'hypothèse que le sol est localement plus bas que les plantes. Et ça, on va le faire du coup par analyse géométrique, donc avec la méthode qu'on a baptisée la méthode des toiles de tente, donc faire en sorte que nos toiles de tente englobantes de tous les autres points soient considérées comme des minima locaux, et que si le point n'est pas englobé, il est considéré comme du sol. Donc là, les points en vert sont considérés comme des plantes parce qu'ils sont englobés par les points en marron qui sont plus bas, et les points en marron qui ne sont, eux, englobés par personne. Donc, une fois qu'on a réussi à supprimer le sol et à garder uniquement les plantes, on va détecter le centre de ces plantes par un critère en particulier. Le critère en particulier qu'on a sélectionné, ça va être le maxima local de densité. Donc pourquoi on a eu l'idée de ce critère-là? C'est d'une part pour éliminer les erreurs de la segmentation, puisque potentiellement on va avoir du bruit dans notre signal qui va pouvoir ressortir et venir perturber notre algorithme, et d'autre part pour vraiment venir sélectionner le centre de la plante et éliminer les feuilles, parce que du coup on n'a pas cherché à reconnaître une forme en particulier, ou les points de hauteur maximale, ou même une sorte de barissante générale. On a vraiment utilisé ce critère pour venir. C'est un critère qui nous a paru pertinent en réel pour trouver le centre de cette plante. Donc pour résumer cette architecture 2, on va partir de notre nuage de points, on va supprimer le sol et on va calculer la densité. Et à partir de la densité, on va détecter les maxima locaux de densité pour trouver les points d'intérêt de ces plantes. Donc, le résultat, c'est que quand on est face à des plantes, des belles plantes avec un bon réglage pour notre architecture 1,
les deux architectures sont très similaires l'une de l'autre, donc les points détectés sont à peu près les mêmes, ce qui forme à peu près la même trajectoire. Par contre, cette méthode de détection des plantes va vraiment avoir un grand intérêt quand on va être dans le cas où les plantes sont petites, qu'on a des bosses de terre, qu'on a des mauvaises herbes, et c'est là qu'on va avoir une bien meilleure détection. Donc là, c'est une expérimentation réelle où on a du coup testé notre architecture 2, donc notre détection par géométrie. Et c'est cette détection qui nous a sauvés, puisque du coup, on a comparé sur le même rejet de données l'architecture 1 et l'architecture 2. Donc architecture 1, détection par corrélation, architecture 2, détection par analyse géométrique. Et on voit que l'architecture 1, qui est en bleu, va avoir tendance à faire bien plus de sauts et venir choper des plantes qui sont adjacentes aux plantes qu'on cherche à suivre, alors que l'architecture 2, elle va rester bien plus en centre en termes de détection de trajectoire. Donc là, on a évalué l'écart latéral et l'écart angulaire. Donc, par rapport au point détecté, comment l'algorithme va définir son écart à la trajectoire qu'il cherche à suivre. Donc, en conclusion de notre algorithme, c'est que on a bien réussi à avoir une bonne détection, mais que malgré le fait qu'on ait une bonne détection, potentiellement, par la création de trajectoire, on peut avoir la problématique où notre robot change de rangée. Donc là, on est dans le cas où, même si les points d'intérêt sont les bons, par la manière de construire la trajectoire, il va être amené à sélectionner des points d'intérêt trop à gauche. Et c'est un peu la grande faiblesse de cet algorithme, c'est que plus on fait de mauvaises détections, plus l'algorithme est amené à changer de direction et faire encore plus de mauvaises directions. Donc malheureusement, il y a une grande accumulation des erreurs. Et du coup, la solution qu'on a voulu explorer pour résoudre la problématique, et aussi par le fait que notre réseau de neurones n'a pas réussi à comprendre finement notre nuage de points, c'est de lui demander de comprendre globalement notre nuage de points et de lui demander de nous prédire la trajectoire à suivre. Donc, faire un fonctionnement en end-to-end, donc on lui donne directement le nuage de points et il va nous donner la trajectoire à suivre, mais malheureusement, cette solution-là n'a pas fonctionné non plus, puisque dès qu'on va lui montrer un monde de simulation qui est un peu plus complexe que sa base d'entraînement, il va avoir du mal à suivre les rangées, et aussi le fonctionnement en end-to-end, donc un fonctionnement de type boîte noire, il est très problématique dans notre cadre de robotique agricole, puisqu'on ne va pas pouvoir comprendre comment l'algorithme va réagir, et surtout, ça va nous poser des problèmes en termes de sécurité et en termes de répétabilité, puisque c'est vraiment le réseau de neurones qui a la main entièrement sur le contrôle du robot à partir du nuage de points. Donc on a quand même testé cette solution pour voir si c'était possible, mais dans tous les cas, ce n'était pas une solution viable qu'on voulait utiliser. Donc pour résoudre du coup cette problématique de création de trajectoire, j'ai un léger bug. Oula. Ok. Ça va nous embêter. Donc pour résoudre cette problématique de création de trajectoire, on est parti dans l'idée d'avoir une création de trajectoire par modèle probabiliste. Donc par modèle probabiliste, j'entends que chaque point d'intérêt détecté n'aura pas forcément un impact sur la prise de décision finale. C'est qu'on va prendre une décision finale sur un ensemble de points. Donc ça va être notre problématique. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, la sélection des points d'intérêt qui fait qu'on prend le point le plus proche du dernier point enregistré, qui nous mène à cette erreur, et du coup notre solution, ça va être la création de trajectoire par une approche probabiliste. Donc la solution qu'on a privilégiée, ça va être la modélisation des points d'intérêt par une mixture de gaussiennes. Donc pourquoi une mixture de gaussiennes? Les gaussiennes qui vont être adaptées aux erreurs et qui vont avoir une approche probabiliste. C'est-à-dire que même si on va avoir des points qui viennent perturber notre algorithme, l'algorithme ne va pas se perdre face à ces petites erreurs et que ça va être un consensus de points d'intérêt qui va nous permettre de créer la trajectoire. Donc là, on peut voir que si on utilise deux petites gaussiennes, malheureusement, la trajectoire va être assez bruitée, elles vont avoir un petit peu de mal à s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée du coup d'agrandir ces gaussiennes pour avoir une plus grande stabilité, mais malheureusement, ça ne peut pas prendre en compte les grosses courbures, parce que dès qu'on va avoir 3 rangées et une courbure, les gaussiennes les plus grandes vont passer d'une rangée à l'autre, donc là on voit pas très bien, donc les points noirs, là on voit les points noirs qui vont aller vers la droite, et les gaussiennes, elles, qui
qui va venir changer de rangée. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé une mixture de gaussienne plutôt qu'allonger notre gaussienne initiale. Et enfin, dans un dernier temps, la mixture de gaussienne, elle nous permet également d'étendre notre modèle. Donc plutôt de venir créer une trajectoire à partir d'une seule droite, on va venir créer notre trajectoire à partir d'une courbure qu'on va linéariser en un point. Et donc du coup, ça va avoir un double avantage, c'est d'un côté un lissage de l'entièreté de nos gaussiennes pour faire une moyenne en fonction de chaque information que cette mixture de gaussienne nous donne, mais ça va avoir également l'avantage qu'on va pouvoir sélectionner où est-ce qu'on va créer notre trajectoire. Est-ce qu'on va essayer de regarder en avant du robot, au niveau de l'essieu arrière, parce que du coup, c'est aussi un test qu'on a pu faire, c'est que si on regarde en avant, on va avoir une bonne adaptation aux courbures, mais on va avoir tendance à écraser notre courbure, et que si on regarde trop près de l'essieu arrière, on va avoir une meilleure précision, mais par contre, on va avoir tendance à ne pas pouvoir s'adapter à ce qui arrive devant nous et potentiellement sortir de notre courbure. Donc on a testé du coup nos différents algorithmes par rapport au suivi de trajectoire en termes de précision. Donc face à une trajectoire donnée, donc là on est dans le cas d'une courbure forte, on a testé du coup notre architecture 1 qui est définie en rose, l'architecture 2 qui est définie en rouge, et l'architecture 4 qui est toutes les autres couleurs. Et donc du coup c'est ce que je vous parlais, c'est que là on a regardé du coup au niveau des plus foncés, c'est regarder vraiment au niveau de l'essieu arrière, et là en jaune c'est regarder bien plus en avant. Et donc du coup ce test en précision il va nous permettre de qualifier deux choses. D'une part, l'apport de l'architecture 4 dans la précision de suivi, donc des deux premières architectures face aux architectures. Et la deuxième chose, ça va être le réglage de notre perception. Et du coup, ça nous montre que la perception à 80 cm au niveau de l'essieu arrière est le meilleur compromis entre avoir une bonne précision à un instant T et aussi avoir une adaptation aux courbures à venir. Et donc du coup, cette architecture 4-là, on n'a pas encore eu le temps de la tester en situation réelle, mais on a quand même de bons... elle est plutôt prometteuse, parce que face à des rejeux de données réelles, on a quand même le sentiment qu'elle s'adapte bien afin de créer une trajectoire. Et donc du coup, ça sera prochain travail que j'aurai à faire au sein de l'équipe Romea. Et donc du coup, en conclusion de tout ce projet, ça va être qu'on a réussi par les divers développements, donc en modifiant la manière dont on va traiter notre donnée LIDAR et de la manière dont on va construire notre trajectoire à partir de la détection des plantes, on a réussi à augmenter l'autonomie, la robustesse et la précision de notre algorithme de détection et de suivi de plantes finales. Mais malheureusement, dans ce projet-là, c'est qu'on a aussi étudié les limites de l'intelligence artificielle. Donc on a vu que dans le cas de l'architecture 1, quand il s'agissait de simplement régler les paramètres d'un algorithme, l'intelligence artificielle avait plutôt des facilités et que ça ne posait pas un grand problème au niveau du suivi final, mais que malheureusement, dès qu'on va demander à notre intelligence artificielle d'avoir une plus grande prise de décision par rapport à tout ça, ça va poser problème. Donc pour une compréhension fine de notre nuage de points, ça va être problématique. Pour le suivi, la localisation et le suivi de trajectoire, ça va également être la problématique. Et donc du coup, tout ça fait consensus au fait que dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la robotique, on ne va pas pouvoir et devoir privilégier la solution où on a directement notre entrée qui passe par une intelligence artificielle et qui arrive à une sortie, puisque du coup ce fonctionnement-là il est assez dangereux d'un point de vue sécurité et d'un point de vue aussi d'homologation des algorithmes, et on a beaucoup plus d'intérêt à faire en sorte que notre intelligence artificielle vienne régler notre algorithme plutôt qu'être l'algorithme lui-même. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure adaptation des paramètres tout en gardant le côté déterministe d'un algorithme classique. Et donc, la solution pour tout ça, c'est du coup notre architecture 4. On va avoir un algorithme totalement déterministe avec une détection géométrique et une trajectoire probabiliste qui va nous permettre d'assurer le suivi correctement. Donc, en perspective de ce projet-là, ça va être de finaliser déjà l'architecture 4, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à creuser à l'intérieur, et en termes d'expérimentation, en termes d'implémentation, et aussi en termes de développement connexe, parce que du coup, cette architecture peut aussi se connecter
avec d'autres problématiques qu'on a au sein de l'équipe Romea. On va avoir également le fait d'adapter notre algorithme avec une caméra en profondeur, parce que c'est aussi des capteurs qu'on voudrait bien tester face à diverses problématiques. Et on a également une harmonisation avec les autres projets, donc comme je vous le disais, faire en sorte de collaborer et d'intégrer cet algorithme comme un outil, d'intégrer mes algorithmes comme un moteur au sein de l'équipe Romea. Donc, pour ce stage-là, je tenais également à remercier du coup l'INRAE de m'avoir accueilli. J'ai des notes, c'est important. L'INRAE pour m'avoir accueilli et pour m'avoir gardé au sein de l'entreprise. Je tiens également à remercier Dimia et Roland pour m'avoir recruté et pour m'encadrer tout au long du projet. Je tiens à également remercier mes collègues, donc notamment Cyril et Florian, pour l'aide sur le rapport, la soutenance et l'aide au quotidien tout au long de ce projet, parce que ce projet a été fait en collaboration étroite avec différents corps de métier. Donc merci à tous pour votre attention.